Bonjour Daniel Chaumet. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Daniel Chaumet, 50 ans, enseignant, père de 2 enfants, une petite fille de 3 ans et un petit garçon. Un jeune homme de 18 ans puisqu'il est parti faire ses études de physique. Félicitations. De physique comme papa. Et je lui souhaite je sais qu'il va réussir. Engagé depuis une vingtaine d'années. Engagé dans quoi? Dans la chose publique au sens large, dans l'idée que je peux porter des idées et sans doute de l'action, agir, surtout l'idée de l'action, puisque la réflexion mais aussi tourner vers l'action, agir pour mon pays. J'ai un profond amour de mon pays. Votre pays c'est qui? La Martinique, la France? Mon pays c'est la Martinique. Mais ce n'est pas une vision du pays qui m'isole des autres, bien au contraire. Je suis curieux et très apaisé dans la diversité de mes appartenances. Quand je parle de la Martinique, ça n'exclut pas ma géographie cordiale qui est la Caraïbe, ça n'exclut pas la France, et ça exclut encore moins l'Europe, mais profondément martiniquais et la cheville, très chevillé dans l'idée que l'on peut agir et faire progresser ce pays. Ça veut dire quoi, très profondément martiniquais? C'est quoi martiniquais? Vaste question, mais à votre niveau et selon vous? Vous savez, chaque génération a son parcours, son cheminement, sa perception du monde et sans doute de soi-même. J'ai quitté la Martinique à 2 ans, parce que mon père a eu la chance d'avoir une carrière professionnelle, alors qu'il était vendeur de pain. Donc c'est quelque chose qui a changé, sans doute bouleversé nos vies. Il a été professionnel pendant 7 ans à l'AS Monaco, pour ceux qui sont, on va dire, des footeux. Donc j'ai quitté la Martinique à 2 ans sans aucun souvenir de ce qu'était mon pays. Et il y avait un petit frère à maman qui nous faisait les yécri-yécra. Et je pense que tout mon imaginaire créole s'est développé au travers de ces contes, de ces moments partagés avec mon oncle, Claudie. Et je suis revenu en Martinique à 9 ans. Avec l'accent d'un petit Marseillais. Et d'ailleurs, le souvenir que j'en ai à Plateau Fofo, dès que je prenais la parole, peu importe ce que je disais, c'était l'occasion d'un grand éclat de rire autour de moi, parce que j'avais un accent très prononcé, me disait-on. Je l'ai très rapidement tropicalisé. Et si pendant quelques mois j'ai été un peu nostalgique de ma vie précédente, je suis véritablement tombé amoureux de mon pays, de ses odeurs, de sa beauté, de tout ce qui le constitue, sa musique, sa cuisine, puisque ça a été quasiment pour moi une découverte de quelque chose que j'avais imaginé à ma façon avec des bribes d'informations. Et paradoxalement, je suis parti refaire mes études à 18 ans et revenu à Saint-Martin. Et c'est quand je suis revenu à Saint-Martin que j'ai compris ce que ça voulait dire être caribéen. Et ainsi de suite. Et je crois que si je n'avais pas fait ce passage à Saint-Martin, je ne me serais pas engagé en politique parce que j'ai compris l'enjeu qu'il y avait à s'engager pour son pays. Voilà. À Saint-Martin? J'ai vécu pendant 3 ans à Saint-Martin. Mais pourquoi vous avez... Parce qu'en fait, c'est la première fois de ma vie que je fréquentais des Caribéens, que je m'inscrivais dans une démarche dans laquelle je touche un Dominicain, je discute avec lui, on voit Sainte-Lucie, on voit la Dominique, on écoute du reggae, on écoute de la soca, etc. Mais on ne partage pas grand-chose. Et ce passage à Saint-Martin m'a donné un autre regard sur ce qu'était la Martinique, ce qu'était, on va dire, un pays francophone dans une Caraïbe qui était diverse. Et c'était quelque chose pour moi de très structurant. Donc mon pays, il est au cœur de mon engagement. L'amour de mon pays est au cœur de mon engagement. Est-ce qu'on peut beaucoup discuter en Martinique? Nous sommes dans un pays insulaire où je pense que la qualité des relations entre les hommes surjoue la question du débat. Sans nommer qui que ce soit, enfin, vous voyez le paysage politique et ceux qui en sont, on va dire, les vedettes, en tout cas les têtes de pont, sont incapables de se parler parce qu'ils se détestent, non pas parce qu'ils ont des opinions différentes. Je ne crois pas qu'un indépendantiste soit fondamentalement l'adversaire d'un autonomiste ou d'un autre autonomiste. Mais ils se détestent tous, ils n'adressent pas la parole. Ce qui donne, on va dire, ce qui finalement détourne le jeu politique, et en tout cas le débat citoyen, qui peut être ferme,
mais qui n'a rien qui est un débat d'idées, qui n'est pas un débat d'hommes. Ça déplace le débat d'idées sur le débat d'hommes. Et donc, du coup, les appareils politiques, plutôt que de se transformer en espace de production d'idées et de confrontation d'idées, ça devient en fait des guerres d'ego. C'est le résultat, c'est la guerre des égos, mais davantage des clubs de supporters. D'accord? On supporte un tel ou on supporte un tel, on combat un tel, peu importe ce qu'il dit, la question n'est pas de savoir ce qu'il a dit, mais qui le dit. Et je pense qu'on a été otage de ce travers, parce que je considère que c'est un travers, ce n'est pas ça la politique. Et d'ailleurs, souvent les gens disent, oui, vous les politiciens, non, ça ce sont des travers de la politique. Comme on peut avoir des travers dans la religion, maintenant, ce qu'on doit condamner, ce n'est pas tant la religion, parce que je pense que la religion porte une spiritualité qui est apaisante et qui cherche le mieux pour chaque individu, mais il faut condamner les travers. Et depuis une vingtaine d'années, je pense que la Martinique, et les règles politiques ont été, on va dire, biaisées par quelque chose qui, pour moi, n'est pas naturel, en tout cas ne va pas dans le bon sens, c'est la surdétermination de la relation entre les hommes. Et puis du coup, à la limite, peu importe que vous soyez de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, on est ensemble parce qu'on s'aime bien et on se combat parce qu'on se déteste. Mais alors, c'est quoi vos valeurs essentielles? Comment, alors, au-delà du dialogue, vous semblez être un homme de dialogue quand vous parlez, comme vous le faites, les valeurs essentielles pour vous, c'est quoi? Celles qu'il faudrait peut-être réhabiliter ici en Martinique? La liberté et le courage. J'ai le sentiment que peu d'hommes, finalement, au-delà de leur, on va dire, du jeu de scène, hein, finalement, à dans petit pays, il y a une impression que nous avons le monde qui marre et puis l'esprit, et que ce qui est important, ce qui est dit, est moins important que ce qui n'est pas dit. Et je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage, et donc la liberté de dire un certain nombre de choses et de faire un certain nombre de choses. Et je ne suis pas de ceux qui veulent dire, voilà, les politiques c'est pourri, non pas du tout. Je pense qu'il y a des politiques qui sont très engagées et très sincères, mais je pense qu'il y a le poids d'un système que l'on peut identifier où parfois certains politiques, plutôt que de se préoccuper des enjeux majeurs de ce pays, se préoccupent davantage de la conservation du pouvoir. Se pose la question, sans doute, de la respiration démocratique, parce que c'est essentiel. Et ce matin encore, je me posais la question de la durée des mandats. Faut-il dire qu'après 12 ans exercés dans un mandat, eh bien, vous passez à autre chose? Et on peut comprendre qu'un homme qui a fait 12 ans peut avoir la tentation d'en faire 18, 24, etc., etc. Et de ce point de vue, ce qui devient important, ce n'est pas tant le sujet, mais l'objet. Il faut conserver le siège. Et je pense que de ce point de vue, notre pays, et sans doute nos grandes démocraties, la Martinique n'échappe pas, méritent d'avoir une vraie réflexion de fond pour permettre la respiration et finalement donner à beaucoup de gens qui sont spectateurs de cela et qui posent des critiques pertinentes l'occasion de faire. Parce que c'est aussi très commode. Je reçois beaucoup de critiques d'amis qui sont spectateurs parfois d'un spectacle lamentable, mais je leur dis, mais ta contribution à la solution, c'est quoi? Et qu'il est aussi aisé pour ceux qui n'agissent pas de rêver ou de déléguer à d'autres, c'est-à-dire les politiques, la responsabilité de construire le pays dont ils rêvent. On dit la critique est facile, l'art est difficile. Mais alors, peut-être faut-il changer les modalités d'initiative, d'appartenance, d'intervention, mais on ne peut pas non plus construire un pays sans la mobilisation des forces vives de ce pays-là. Et vous me parliez hors antenne de vos voyages, et notamment de l'Asie, et qui, sans être modèle, en tout cas, peut être inspirant pour vous. Surtout pas un modèle. Enfin, quand je dis pas modèle, on parlait de la Corée, c'est vrai, c'est vrai que j'ai un frère qui a... Enfin, comme quoi, il ne suffit pas de rêver sa vie, mais de vivre ses rêves, qui est vice-président de Samsung. C'est peut-être le seul non-coréen à ce niveau de responsabilité. Mais la Corée, la durée hebdomadaire du travail, c'est 62 heures. Ce n'est pas forcément un objectif à atteindre. Ce n'est pas un objectif en termes d'émancipation de modèle social, mais c'est quand même un pays qui est passé du PIB du Bangladesh à la plus grande puissance d'exportation par habitant en moins de 50 ans sans avoir de ressources minérales. On doit s'interroger. Il ne s'agit pas de dire que nous devons viser ça, mais quand on veut conjuguer les mots comme responsabilité, émancipation, il faut aussi entendre tout ce que cela doit engager d'efforts collectifs. De travail. D'efforts collectifs, sinon de sacrifices. En Corée, toutes les femmes
de plus de 70 ans, 75 ans, portent pour beaucoup d'entre elles les stigmates du rachitisme. Ça veut dire que yo crochi parce que yo pas mangé, le restant mort. Donc c'est un pays qui a objectivement souffert 50 ans d'esclavage à la japonaise, une guerre civile meurtrière. Aujourd'hui, ce pays est debout. Quand on parle du Covid-19 et des dizaines de milliers de morts dans les pays, on va dire, avec des standards de vie, la ville de Séoul, qui est l'une des plus grandes mégapoles du monde, près de 25 millions d'habitants, à peine 300 morts. Donc, il ne s'agit pas de vouloir dire de transformer nos standards de vie sur ceux qui seraient ceux-là, mais s'interroger aussi sur ce que cela veut dire la responsabilité, l'émancipation. Et je crois que dans nos appareils, dans beaucoup d'appareils politiques, quand des jeunes hommes ou femmes s'émancipent, cela a le mérite d'irriter leurs dirigeants principaux. Donc ils perçoivent le talent et l'émancipation de leur propre poulain comme une menace plutôt qu'une chance. Cela est aussi une vraie question sur... Et c'est même un mode d'exercice du pouvoir. C'est une dérive. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre ce qu'il y a de pire et dire que c'est le vrai visage. Pour moi, c'est une dérive de l'exercice de pouvoir qui peut mener à ce qu'on appelle, entre guillemets, la kakistocratie. Hein. On fait la promotion de la médiocrité plutôt que de faire la promotion du talent. Un talentueux, quand il progresse, somme toute, c'est normal. Et d'ailleurs, quand on parle de talent de compétence dans ce pays-là, c'est toujours connoté. Mais c'est arrogant, manzel, qu'a fait l'intéressant. Alors que quand vous avez la posture un peu misérabiliste, d'une fausse modestie, mais c'est sans bon bout, il y a pas de dos. La promotion des médiocres fait des obligés. Alors que quand vous faites la promotion des talentueux, ça fait des gens qui sont libres et portent le pays. Et je pense que nous avons de ce point de vue une vraie difficulté avec les nombreux talents qui existent en Martinique. Nous voulons viser l'excellence, mais nous sommes ambigus sur notre tranquillité avec le talent des hommes et des femmes qui nous entourent. Comment vous vous voyez dans 10 ans? J'ai 50 ans aujourd'hui, ça fait près de 20 ans que je m'engage. J'ai envie de dire aujourd'hui, je suis à la croisée des âges. Je suis un homme mûr qui a perdu ses illusions, mais qui a quand même gagné en sagesse, un authentique progressiste. Dans 10 ans, je devrais transmettre le témoin. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, des hommes qui ont plus de 70 ans s'engagent en politique. C'est toxique pour la démocratie, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de rôle à jouer, mais ils ne peuvent pas avoir de rôle majeur à jouer. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui on a la CTM, en tout cas des hommes qui au-delà d'un certain âge, ne se rendent pas compte qu'il faut marquer la pause. Ce pays a besoin de toutes ces énergies, y compris en tout cas de la leur, mais je pense qu'il faut jouer le jeu de la respiration démocratique pour porter de nouvelles idées. J'ai une fille de 3 ans, je ne crois pas que des gens qui ont plus de 70 ans peuvent construire le pays dans lequel elle aura se projeter. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de rôle à jouer, parce que je pense que l'expérience, c'est aussi pouvoir prendre des raccourcis sur certaines erreurs que feront certains. Si je vous dis Zitata, vous me répondez quoi? Zitata, en tout cas, j'espère que ça sera une belle aventure télévisuelle qui apportera de la diversité, du contenu, de la richesse à ce qui, dans une démocratie, le 6e pouvoir, c'est celui des médias. Le mot de la fin? Le mot de la fin? Déjà? Merci Daniel Chauvet. Déjà, voilà.